Bonjour à tous, je suis Priscilla, déléguée pédagogique pour le groupe Anaya et Clé International. Bienvenue à notre webinaire avec Adrien Paillet. Bonjour. Bonjour Adrien, ça va À bien? toutes. Oui, très très bien Priscilla. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Adrien va animer notre webinaire « J'adore motiver les ados par une pédagogie active ». Et avant cela, je vais vous présenter un petit peu Adrien pour les professeurs qui ne le connaissent pas. Donc Adrien est enseignant, comédien, formateur de formateurs et spécialiste de l'enseignement du français par le jeu et le théâtre. Il est aussi co-auteur de 17 ouvrages publiés chez Clé International. Il a notamment participé à l'élaboration de méthodes pour enfants et adolescents, dont notre nouveauté « J'adore », mais aussi des ouvrages de préparation au DELF, ainsi que des lectures faciles. Voilà, donc on est enchanté de te recevoir pour cette session et je laisse les professeurs profiter de toutes ces sessions et vous laisser comme indication, n'hésitez pas à nous laisser des questions sur le chat qui seront lues et répondues à la fin de l'intervention. Voilà, à bientôt. Merci, merci beaucoup Priscilla. Merci, écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Merci de votre présence déjà, et puis merci au groupe Anaya et à Clé International pour organiser l'événement. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà. Voilà. Donc, oui, j'adore. Effectivement, vous connaissez peut-être la méthode GEM. Donc, on vient de sortir la toute dernière méthode à notre nouveau bébé, j'ai envie de dire, parce que vous savez que chaque méthode pour les auteurs, c'est un peu comme un bébé. Si on avait Jaimito, aujourd'hui, on a J'adore qui vient de sortir. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous parler de ce thème qui est un thème que je traite très souvent en formation et qui me tient vraiment à cœur, celui de la motivation des adolescents, parce qu'on sait que c'est pas facile d'enseigner avec des ados, c'est pas facile pour les ados parfois aussi, et donc bien voir un petit peu quelques techniques concrètes, quelques activités et pistes pour motiver davantage nos adolescents. Donc j'adore, c'est le nom d'une méthode, mais c'est aussi le titre de ce webinaire, j'adore. Bien sûr, motiver les adolescents par une pédagogie active. Donc, on va voir concrètement qu'est-ce que cette pédagogie active et comment la mettre en place dans les cours. Donc, au programme aujourd'hui, on a une petite heure, donc on va voir plusieurs thématiques. On va aborder donc comment mettre à l'aise les adolescents. On va le voir quelques secondes. Effectivement, c'est pas toujours facile de les mettre à l'aise, qu'ils osent participer de manière active dans le cours. Veiller aussi à leur bien-être, c'est quelque chose qui est, vous allez voir, qui est assez important et reflété dans ce nouveau manuel. Créer du lien avec la vraie vie, parce que il n'y a pas, pour donner du sens à l'apprentissage, on le sait, et surtout pour les adolescents, il va falloir que ce que l'on apprenne soit utile et immédiatement réutilisable dans un contexte de tous les jours, dans un contexte de communication. Si on rencontre quelqu'un de francophone, si on voyage, eh bien que immédiatement on va pouvoir mettre en place ce que l'on apprend, parce que sinon, les ados n'ont pas forcément, on le sait, la projection future, lointaine, un jour peut-être le français me servira. Non, on va voir que ça va être là, maintenant et tout de suite. Et puis, un point très important aussi que l'on va aborder, c'est la gestion de la diversité, l'hétérogénéité des niveaux et diversité donc des publics par une approche inclusive. Et on verra aussi quelques pistes ici que nous vous proposons. Voilà un petit peu donc pour le programme de ce webinaire. Alors, mettre à l'aise les ados en classe, c'est tout un défi. Effectivement, on le sait, c'est un défi. Alors, pourquoi c'est un défi? Alors, je sais qu'on est en posture là de webinaire,
Normalement, je parle, mais j'aimerais bien aussi vous faire participer davantage. Et donc, comme vous êtes tous les jours confrontés à ces adolescents, eh bien, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur le pourquoi du manque de participation. Pourquoi, à quel moment les ados pourraient être mal à l'aise et ne pas participer? Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Alors, je reviens ici sur le chat pour voir vos réponses. Juste des mots-clés. Est-ce que vous pourriez ici partager quelques mots-clés sur le chat? Voilà, vous avez remarqué que souvent, ils ne parlent pas parce que... Donc, je vous laisse écrire un petit peu ici. Le niveau de langue, très bien. Donc, c'est là où on va travailler tout à l'heure sur la question d'hétérogénéité et de pédagogie différenciée pour que chacun puisse parler, même quand l'activité est trop compliquée, le niveau est trop élevé par rapport à ce qu'ils se sentent capables de faire. Hein, donc, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils ont honte, tout à fait. Maria Dolores, hein, cette peur du ridicule, cette peur d'être jugé par leur père, et enfin par leur père, par les adolescents, hein, pas par leur papa, et par le professeur aussi, d'être jugés parce qu'ils font une erreur. Hein. La peur du ridicule, voilà, vous le dites. Et puis ça va avec le niveau de langue, hein, parce que finalement, c'est une insécurité linguistique. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas sûr de bien formuler, donc je préfère me taire, je préfère ne pas participer, et comme ça, je reste dans ma zone de confort. Ah, voilà, donc c'est quelque chose que vous connaissez et que d'ailleurs on a vécu aussi nous-mêmes, hein, adolescents. On est tous passés par cette étape de l'adolescence. Voilà, un manque d'intérêt aussi, je vois. Hein, c'est vrai que parfois, on n'arrive pas forcément directement à toucher leur intérêt. Ils apprennent le français parce que il faut l'apprendre, mais il n'y a pas de motivation directe envers le français. Ça, là-dessus, d'ailleurs, je pense qu'on se trompe souvent en voulant les motiver au français. Je pense que ce n'est pas tellement l'objectif de les motiver à la langue française, à aimer le français, sinon à les connaître, à s'intéresser à eux, à savoir qu'est-ce qui les valorise, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne, quel est leur univers, et faire en cours de français des liens avec leur vie réelle, avec ce qui les valorise, ce qui les met en avant, leur univers technologique parfois, mais pas uniquement, de tous les jours, leurs applications préférées, etc. Et du coup, si on fait ce lien, ils aiment le français parce qu'en français, on fait des choses que l'on aime. En français, on traite de thèmes que l'on aime. Et le prof s'est intéressé à nous et a adapté son cours à notre univers. Et du coup, ils aiment le français pour ça, pas pour la langue française, comme peut-être nous, on a aimé cette langue et on a voulu, après, par la suite, l'enseigner parce qu'on a eu une relation affective avec la langue elle-même. Mais peut-être que ça peut être intéressant parfois de changer d'objectif et de s'intéresser plus à eux que de chercher à les intéresser, eux, à nos contenus. Voilà, donc c'était juste pour faire cette petite interaction rapide entre nous. Et ici, vous avez effectivement les mots-clés qui sont bien ressortis dans le chat. Hein, cette peur de l'erreur, cette peur du jugement, hein, vous l'avez dit, du ridicule, ce manque de motivation également. La timidité, on n'en a pas parlé, mais c'est également quelque chose qui peut parfois freiner les apprenants à prendre la parole en classe. Et en soi, la timidité n'a rien de mal. C'est pas du tout négatif d'être timide. Il y a d'ailleurs certains pays où la timidité est très valorisée. Le fait de se mettre en avant serait beaucoup moins valorisé. Et donc, en soi, ce n'est pas un problème d'être timide. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une excuse à la non-participation des apprenants. Je suis timide, donc je ne le fais pas, hein, évidemment. Alors aussi, il y a des aspects pratiques, hein, le manque de temps du professeur par rapport à un programme chargé, le nombre d'apprenants aussi dans les cours peut faire que c'est un peu toujours les mêmes qui participent, alors du coup, on reste un petit peu en retrait, on ne se sent pas à l'aise parce que la classe est trop volumineuse. Et puis aussi une pratique d'enseignement
qui est encore dans beaucoup de cas, focalisé principalement sur la linguistique, sur la grammaire, sur le vocabulaire, et donc qui laisse finalement peu de place à l'oral ou à l'épanouissement, j'ai envie de dire, des élèves en français dans des situations de communication. Voilà, donc beaucoup d'éléments qui peuvent être effectivement des freins et qui peuvent ne pas mettre à l'aise les ados au moment de participer en cours. Alors, après, je vais vraiment rentrer dans des aspects vraiment pratiques directement avec des activités, avec des pistes, des propositions pédagogiques, mais juste un petit peu quand même pour introduire un petit peu sur ces mécanismes de motivation. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. Comment fonctionne la motivation? Alors, il y a ce cercle vertueux, c'est un peu dans le plus beau des mondes, j'ai envie de dire. J'essaye, donc je réussis, donc je gagne en confiance, j'ai confiance, donc je suis motivé, et comme je suis motivé, eh bien, j'essaye encore. Mais dans la vraie vie, eh bien, ça ne passe pas aussi facilement. Il y a un certain nombre d'échecs. Et donc, j'essaye, et après un certain nombre d'échecs, je finis par réussir. Et c'est là où on revient sur la difficulté, la complexité, parfois, des tâches qu'on leur demande. Quand on demande des tâches trop complexes pour eux, ils essayent et ils échouent. Ils essayent encore et ils échouent. Ils essayent encore et ils échouent. Au final, ils échouent tellement de fois qu'ils finissent par se dire « je n'aime pas le français ». Le français, c'est compliqué. Alors que si on redécoupe les tâches et les activités en sous-tâches et en sous-activités simplifiées, pour les personnes qui sont en difficulté, on va éviter ce mécanisme-là et faire en sorte qu'ils arrivent régulièrement et de plus en plus des petites tâches. Il n'y a pas de grandes tâches qui ne puissent être découpées en plusieurs petites tâches. Et donc l'idée là, ça va être de les amener à remplir ce cercle vertueux plus de fois, de manière à augmenter leur motivation. Alors pourquoi j'ai mis ici un surfeur? C'est pour une petite anecdote. Il y a des années en arrière, j'ai envie de dire dans une autre vie, j'ai essayé de faire du surf. Et voilà, j'avais très envie de surfer sur la mer à Biarritz. Alors je suis allé là-bas et puis j'ai pris mes premiers cours de surf et puis j'ai essayé. Et je suis tombé immédiatement. Dès que je me relevais de mon surf, je tombais. Voilà, donc c'était un peu pour illustrer ça. Et forcément, je n'aimais pas le surf parce que je me disais, j'y arrive pas, donc je ne peux pas aimer quelque chose où je suis en permanence en échec. Et puis le prof a eu une technique assez intéressante. Il a commencé à me chronométrer. Il m'a chronométré, il a vu que je pouvais rester finalement 2 secondes debout sur mon surf. Et après, plus tard, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Et du coup, eh bien, ça me motivait. Pourquoi ça me motivait? Parce que je voyais ma progression. Je voyais que j'étais en train de progresser. Et donc, forcément, eh bien, je gagnais en confiance et en motivation. Voilà, c'est simplement pour illustrer cet aspect peut-être un petit peu plus théorique. Et puis, finalement, c'est ça pour sortir de cette représentation aussi très négative que l'on a de l'erreur. On voit là que l'erreur est positive, l'erreur aide à s'améliorer si on comprend l'erreur, si on arrive à l'identifier et à essayer d'apprendre à ne plus la reproduire. L'erreur est très, très positive dans l'apprentissage. Elle est même indispensable, finalement, à l'apprentissage. Donc, finalement, c'est passer de cette vision de l'erreur avec tous ces mots-clés que vous voyez là, le loser, le perdant, c'est pas assez, c'est désastreux, c'est nul, sortir de cette vision négative de l'erreur pour aller vers une vision beaucoup plus positive, notamment cette citation que j'aime beaucoup qui dit « J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en faire encore quelques-unes ». Voilà, donc oui, effectivement, là, on est dans une vision beaucoup plus positive de l'erreur. Alors, concrètement, quelques pistes pour valoriser les réussites des apprenants et dédramatiser un peu l'erreur et puis les accompagner comme ça dans le fait de vouloir progresser et avancer en français. Alors ici, on pourrait faire tout le webinaire sur ce thème, mais j'ai sélectionné que 3 idées. La première idée, c'est d'arrêter de se focaliser uniquement sur les mots incompris dans les compréhensions écrites. Quand vous avez une compréhension écrite, il y a un réflexe chez l'enseignant, très souvent. Alors là, ici, j'ai pris un exemple de J'adore
Alors, je prends le cahier d'activité, puisqu'on peut souligner dans le cahier d'activité et pas dans le livre, ou dans les différents cahiers complémentaires où on va pouvoir souligner, eh bien, très souvent, dans ce cas de figure, on va dire aux apprenants, soulignez tous les mots que vous ne comprenez pas, de manière à ensuite revenir sur ces mots incompris. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On focalise l'attention sur l'échec, on focalise l'attention sur l'incompréhension. C'est quand même un petit peu bizarre finalement, on peut se dire, et si on faisait finalement l'inverse? Et si, à la place de ça, on leur demandait de souligner tous les mots qu'ils comprennent dans le texte? Alors, ils vont se rendre compte qu'ils connaissent beaucoup de choses en français. Parfois, c'est des tout petits mots. Un, une, c'est, français, hein, petit, village. Oui, il va y avoir des... Enfin, village, non, justement. Il va y avoir des petits mots, plusieurs mots, qu'ils arrivent à comprendre. Et donc, ils vont se focaliser sur tout ce qu'ils arrivent à comprendre. D'accord? Et puis, à partir de là, bien sûr, on peut leur dire par la suite, souligner dans une autre couleur ce que vous ne comprenez pas. Et à partir de tout ce que vous avez compris, essayez de faire l'activité. Là, on voit qu'en plus, c'est une activité, on en reparlera, une étoile, qui est donc une activité simplifiée. On en reparlera tout à l'heure. Il est totalement possible de répondre à toutes ces questions sans avoir compris ni le mot surface, ni le mot roman, puisque c'est différent en espagnol. Admettons, ils ont oublié ce que c'était après. Village, pueblo, bon, ils n'ont pas réussi à le mémoriser, mais ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Mélange non plus. Mais malgré ça, avec tous les autres mots compris, ils vont réussir à faire l'activité. Et ça, on le répète, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour profiter déjà de la lecture et puis pour répondre aux activités. Voilà, donc c'est une première piste, mais qui je trouve est assez intéressante à mettre en place systématiquement. Concentrez-vous sur ce que vous comprenez. La deuxième chose, ça va être aider l'élève à suivre sa progression et à valoriser ses réussites. Alors ça, pour ça, dans J'aime et dans J'adore, hein, dans les deux, on l'avait déjà fait sur J'aime et on le fait encore avec J'adore. On a ce portfolio qui vous permet de mettre en place une auto-évaluation de l'apprenant. Ça, je l'ai toujours fait dans mes classes et je trouve que c'est vraiment important que l'élève se rende compte par lui-même. Parfois, il a tendance à être encore plus sévère avec lui-même qu'on est nous-mêmes dans l'évaluation avec lui. Mais c'est intéressant qu'il se rende compte de qu'est-ce qu'il réussit à faire tout au long du manuel. Avec un peu, beaucoup, pas du tout. Il va ici, de manière illustrée, pouvoir indiquer où il se sent, comment il se sent avec les différents contenus de la leçon et de l'unité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je faisais même, en début d'année, je leur donnais une grille, une fiche d'auto-évaluation avec plein de choses que l'on allait voir dans l'année. Alors, il y a certaines choses qu'ils connaissaient déjà un petit peu, peut-être de l'année précédente. Donc, ils s'auto-évaluaient avec des smileys. Et puis, 3 mois plus tard, je leur redonnais la même feuille et je leur demandais de s'auto-évaluer une nouvelle fois avec la même feuille, mais cette fois-ci avec une autre couleur. Et 3 mois plus tard, encore avec une autre couleur. Et de cette manière, à la fin, ils se rendaient compte de la progression. Ils se rendaient compte qu'au début, ils étaient vraiment dans une auto-évaluation négative et progressivement, ils ont acquis des connaissances, des savoir-faire en français. Et ça, c'est quelque chose qui motive pour les adolescents de se rendre compte. Ce n'est pas que la note qui l'illustre, c'est aussi toute la progression tout au long de l'année. Voilà. Et puis proposer des jeux qui dédramatisent l'erreur, avec des tâches parfois très très simples. Là, vous voyez, c'est à nouveau, hein, donc tout ce que je vous montre, c'est dans le manuel J'adore. Sur ton bureau, dessine avec le doigt, hein, il n'y a même pas besoin de savoir bien dessiner avec un stylo. Dessine avec le doigt un objet caractéristique des super-héros, parce que c'est la thématique de la leçon, et les autres doivent, les partenaires à côté, doivent deviner de quoi il s'agit. Vous voyez ici, même un élève qui a un faible niveau en français, qui n'ose pas prendre la parole en français, va être capable de faire cette activité. Donc, on a toujours pensé à des activités où on va parler, où on va produire, c'est le cas de la médiation par exemple, hein, choisis un des super-héros présentés dans l'article et présente-le à un ou une camarade. Là, on est dans « je te présente, qu'est-ce que j'ai compris ?»
qui il est et on va reformuler avec ses propres mots. Mais vous voyez, juste après, il y a un jeu qui permet aussi à un apprenant d'un niveau plus faible de réaliser l'activité sans avoir un fort niveau en français. Et puis, on a aussi des jeux comme ici. Là, on est déjà sur le niveau 3. On a ce type de jeu où on donne des rôles différents aux apprenants dans le trinôme, dans le binôme ou dans le trinôme de l'activité. Par exemple, inventer la suite de l'histoire. Alors là, on a une histoire de Jules Verne avec le voyage au centre de la Terre. Donc, ils lisent le petit paragraphe et puis ensuite, ils doivent imaginer la suite de l'histoire. Et ils doivent mettre en scène cette histoire. Donc, il y a une personne qui va lire ce qu'ils ont imaginé, d'accord ? Donc, ça, c'est oser lire devant tout le monde et la production orale en mode lecture. Une autre personne, pendant ce temps-là, va mimer les aventures, parce que c'est des histoires d'aventuriers, va mimer quelques jeux, quelques actions d'aventure en même temps que le camarade lit, et le dernier va faire les bruitages. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment 3 niveaux de langue. Il y a celui qui va pouvoir parler devant les autres, il y a celui qui ne se sent pas à l'aise à l'oral, mais va pouvoir mimer, et celui qui ne se sent pas à l'aise à être physiquement devant les autres, mais va pouvoir faire des bruits. Voilà. Et on sait qu'ils aiment bien faire des bruitages. Hein. Donc, du coup, on arrive à vraiment toucher finalement tout le monde dans cette activité. Et ça m'amène donc à cette gestion de la diversité, toucher tout le monde dans la classe, faire en sorte que tout le monde soit intéressé, actif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important, on le sait, au quotidien. Donc, première chose, ça va être la gestion de l'hétérogénéité des niveaux dans la classe. Et deuxième point, l'inclusion et la célébration de la diversité. Alors, on va commencer avec la gestion de l'hétérogénéité, avec des activités qui sont différenciées tout au long du livre. Donc, voilà, peut-être vous avez suivi avec moi ou avec d'autres collègues des formations déjà sur la pédagogie différenciée. On vous apprend à transformer une activité, l'adapter pour qu'elle soit plus simple ou plus complexe, adapter au profil aussi des apprenants, certains qui ont un profil davantage visuel, auditif, kinesthésique. Hein, on a beaucoup parlé d'intelligence multiple, même si ce terme aujourd'hui est beaucoup moins utilisé. C'est quelque chose qui est important à adapter son cours à la grande diversité que l'on a en classe. Parce que si on ne le fait pas, si on donne un cours devant tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Si on pose une question devant tout le monde, qui répond? Toujours les mêmes. Et toujours les mêmes, ce sont généralement les meilleurs. Et quel est le pourcentage des élèves qui répondent? Ces élèves, bons élèves qui répondent tout le temps quand on pose une question, quel est le pourcentage? Alors, je m'amuse souvent à poser la question aux enseignants dans les différents pays que je visite dans le cadre de formation. Et la réponse se situe entre 5 et 15% à peu près tout le temps. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a, admettons qu'on a une super classe et qu'on a 15% de participation, ça veut quand même dire qu'on a 85% d'élèves qui ne participent pas, qui ne vont pas prendre automatiquement la parole, et il va falloir aller les chercher pour qu'ils participent. Et c'est là où, si on met en place cette pédagogie différenciée, on va leur proposer des activités adaptées à leur niveau et à leur manière d'apprendre. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux, plutôt que de parler à un grand groupe, on va vraiment s'adresser à des individus avec des besoins spécifiques. Donc, dans J'adore, on a dans le livre de l'élève, alors je ne peux pas encore vous le montrer parce que vous savez qu'on est encore en train de terminer la méthode sur certains points, et notamment celui-ci, on est en train de terminer les parcours alternatifs, mais toutes les productions orales et toutes les productions écrites sont doublées d'un parcours alternatif avec des activités simplifiées ou complexifiées selon le cas. Donc ça, c'est déjà dans tout le livre de l'élève et toutes les activités de compréhension. Ensuite, tout le cahier d'activités fonctionne également de la même manière. C'est-à-dire que toutes les activités du cahier sont organisées de cette manière. On a des activités 1 étoile et des activités 2 étoiles.
comme vous voyez, l'activité une étoile demande finalement, propose plutôt une activité simplifiée au niveau de son exploitation. C'est toujours le même contenu. Là, ici, c'est l'interview de Audrey Fleurot, la star de HPI. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série qui a cartonné en France. Hein. Ça a été parmi les toutes premières séries visionnées ces derniers temps en France, une série policière, donc on en parle dans la méthode. Et effectivement, vous voyez ici, on a la même interview pour les deux activités, sauf que pour une étoile, ça va être par exemple un vrai-faux, et pour du 2 étoiles, ce sera des questions ouvertes. Hein, donc on a un niveau de complexité ici qui est différent. Parfois, ça va être des QCM, des associés reliés, des activités davantage guidées, même pour la production écrite et la production orale, on va guider davantage les apprenants dans leur production, alors que dans les 2 étoiles, on va leur donner une consigne classique, habituelle, pour qu'ils écrivent ou pour qu'ils parlent. Voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est dans tout le cahier et également dans toutes les évaluations. Donc, on a beaucoup d'évaluations dans J'adore. Et comme vous voyez ici, toutes les évaluations fonctionnent de la même manière, de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension écrite, orale, production écrite, production orale. Et donc, vous avez, à chaque fois, ça fonctionne en double page. Sur la partie gauche, vous avez l'activité 1 étoile et sur la partie droite, les activités 3 étoiles. Et là, vous voyez, on retrouve la même chose, écrit au singulier ou au pluriel selon le cas. Hein, donc là, on est simplement ici sur des mots, alors que là, mais les phrases entièrement au pluriel. Hein, donc, les gâteaux sont bons. Vous voyez que là, on est vraiment sur un niveau supérieur. D'accord ? Et ça va fonctionner de cette manière exactement, hein, sur le même point de grammaire, mais avec une pédagogie différenciée. Voilà. Donc, en formation, j'ai l'habitude de dire, essayez de transformer vos activités, adaptez-les. Là, vous n'avez pas besoin de le faire. Avec J'adore, on vous a déjà mâché le travail, vous avez tout ça déjà prêt. Comment on le met en place après concrètement dans la classe ? Ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, on ne va pas dire les bons élèves, prenez 2 étoiles, les mauvais élèves, prenez 1 étoile, hein, parce que ça les mettrait dans une étiquette qui serait difficile pour eux de s'échapper. Donc, on va plutôt, moi, j'aime bien le faire sous la forme de défi. C'est-à-dire, comment tu te sens avec cette activité, avec ce qu'on vient de voir dans le cours ? Ça va, c'est bien, ah super, tu as bien réussi, allez tiens, essaye 2 étoiles. Comment tu te sens ? On voit que c'est difficile, il a du mal. C'est pas grave, t'inquiète pas, prends cette activité 1 étoile. Et de cette manière, même lui-même peut dire, monsieur, j'aimerais du 2 étoiles. Et du coup, parce qu'on le met au défi de se dire, allez, vas-y, je suis sûr que tu peux y arriver. On essaye de l'amener comme ça de manière positive. Alors oui, on peut faire des petits groupes de travail, mais essayez vraiment d'éviter de séparer la classe en 2 parties bonnes et moins bonnes, parce que ça, bien sûr, ça serait très négatif pour eux, pour leur estime, etc. Voilà. L'inclusion est également très présente dans le manuel. La célébration de la diversité, elle est présente tout le temps, partout, dans tous les supports que l'on a cherché. Ça, c'est pareil, c'est un film très récent, très sympa d'ailleurs, je vous le conseille. Un petit truc en plus, qui ici parle du handicap, hein, par exemple. Et donc, quand on travaille sur la description physique, eh bien, on va l'introduire à travers cette ressource, par exemple. Et puis, dans le guide pédagogique, eh bien, vous voyez, ici, on a une petite pastille sur les ODD. Et donc, on va travailler également sur cette dimension-là, sur la diversité, sur toutes ces questions qui seront également traitées. Hein, voilà, qu'on retrouve un petit peu partout. Là, c'est un document authentique. Oui, ça, c'est important aussi. On a beaucoup de documents authentiques, même sur des petits niveaux. On a vraiment fait attention à chercher des documents accessibles, mais le plus authentiques possible. Donc là, c'est un karting qui existe. C'est Adrien, voilà, il s'appelle comme moi, mais c'est quelqu'un d'autre, un jeune homme en situation de handicap qui est donc passionné et qui a créé ce handicart, il appelle ça, ce lieu, et qui est devenu très connu. Il y a des grands athlètes paralympiques qui sont venus par la suite. Donc voilà, donc on a un petit texte ici de compréhension écrite.
Et puis, vous voyez, on ne se limite pas juste à mettre des images ou des thématiques, on va impliquer les élèves dans cette situation. Vous organisez une sortie entre amis à André Carte, vous appelez le club pour avoir des informations, vous demandez quand il est possible de venir. Vous voyez, on rentre dans un scénario où on va rentrer vraiment à l'intérieur. Et puis, on continue. Est-ce que vous pensez que la société est bien adaptée pour les personnes en situation de handicap? Pourquoi? Donner des exemples. Vous voyez, on est ici vraiment dans une prise de conscience active à travers ces activités. Voilà, également le côté intergénérationnel qui est toujours très présent, notamment avec les mamies, les papis, quand on travaille la famille et les repas. Et puis, bien sûr, la francophonie. Elle est loin derrière l'époque des méthodes franco-françaises basées sur la France et sur Paris. Voilà, dans J'adore, on a vraiment une ouverture vers la francophonie permanente. Voilà, je vous l'illustre ici, par exemple, avec cette activité qui fait saliver autour des bons beignets dans le monde francophone. Donc, voilà, on voyage en Côte d'Ivoire avec les j'arrive même plus à le prononcer, pardon, en République dominicaine du Congo avec les Mikat, voilà, Kinshasa, les Antilles françaises, à La Réunion avec les Accra, en Tunisie, bien sûr, avec le fricassé. Et puis, on sort de Paris pour aller en province, et notamment dans les Alpes françaises, avec la purée de pommes de terre, le tomate et oignon, le fameux tourton, qui est également un type de beignet. Donc, vous voyez, on cherche la diversité. Tout est excuse à aller sortir des stéréotypes et à rentrer un petit peu dans des choses un petit peu plus fines et diverses. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, on parle des ados, ça serait bien de les faire parler. J'ai posé aussi la question autour de moi, à mes enfants déjà, et puis à leurs amis. Qu'est-ce qui vous motive finalement? Alors, on va poser la question d'abord honneur aux femmes, aux filles. On va commencer ici. Alors, la première réponse, c'est quand ce qu'on apprend nous sert vraiment dans la vie. Bah oui, effectivement, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, créer du lien hors les murs. Je pense que c'est vraiment important de se décentrer, d'arrêter d'être toujours au centre de la classe et d'arrêter d'être toujours dans la classe et de se dire ce que l'on apprend, si ça nous servait, ça nous servirait à quoi? Voilà. Comment est-ce que ça pourrait être utilisé à l'extérieur? Alors, bien sûr, on va chercher des thématiques intéressantes pour eux, comme le shopping, par exemple, avec ce jeu, par exemple, créer votre tenue idéale sans dépasser 200 €. Bon, ils sont contents, ils ont 200 € pour s'acheter des vêtements, ce n'est pas tous les jours. Voter pour la plus belle tenue. Et là, en petit groupe, ils vont dire, OK, je vais prendre ce short avec ceci, avec cela. Alors, dans le guide, on leur propose de développer, d'aller chercher d'autres images s'ils le souhaitent. Et donc, ils vont aller composer leur tenue idéale et le présenter à la classe. C'est une activité directement dans l'état d'esprit des ados, et on peut imaginer derrière que c'est une situation de communication qu'ils vont être amenés à réaliser, de chercher des vêtements quand ils vont aller en France, ils vont faire du shopping, ça coûte tant, qu'est-ce que je prends, j'ai tel budget. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très, très concret. Aussi à travers des ressources qui proposent des informations réelles et utiles, bien au-delà de l'activité elle-même de compréhension écrite. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait dans J'aime et qu'on a voulu réintégrer dans J'adore, parce que c'est une super application et qui existe toujours, qui est très utilisée par les jeunes, qui s'appelle Willby. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger. Ça a été créé par une petite start-up à Toulouse. Et en fait, comme explique ici le texte de compréhension écrite, l'application permet en fait de sélectionner plusieurs professions qui nous intéressent. Donc, les ados peuvent sélectionner plusieurs professions qui leur intéressent. Et à partir de là, ils vont recevoir des stories comme un réseau social, sauf que c'est complètement sécurisé, il n'y a pas de risque, aucun risque. Mais ils reçoivent régulièrement des stories de personnes qui font ce métier et qui vont poster des informations sur leur métier. Donc, du coup, ça permet d'aller à la découverte des métiers de manière beaucoup plus dynamique
que les petites cartes canson que j'avais moi quand j'étais au collège, hein, et qu'on allait au CDI, on allait tirer les petits tiroirs, on avait toutes les petites cartes canson et puis on avait les fiches informatives sur les différents pays. Ben là, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ça, c'est numérisé avec des réseaux sociaux créés spécialement pour faire découvrir des métiers aux jeunes. Donc ça, typiquement, vous voyez, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir et qu'ils vont ensuite pouvoir réutiliser en dehors des cours. Et puis les projets sont aussi des projets qui ont pour but d'être vraiment réalisés à l'extérieur du cours et donc qui vont poursuivre la pratique du français en dehors des murs, en dehors de la classe. Alors, le projet, là, je n'ai pas la page entière, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça fonctionne toujours avec des doubles pages. Et à la fin de la première double page, de la leçon première double page, on va avoir le projet, l'étape 1 du projet, qui permet vraiment de d'impliquer, de réactiver, d'utiliser tout ce que l'on a vu dans cette double page de manière concrète et active à travers la première étape du projet. Et puis, dans la deuxième double page de l'unité, on va avoir l'étape 2 à la fin du projet. Et dans la troisième double page, on va finaliser le projet. Vous voyez, au lieu d'avoir un projet à la fin de l'unité, que souvent on saute parce qu'on n'a pas le temps, eh bien là, c'est guidé double page par double page. Donc là, ici, on est sur une unité autour du recyclage, de l'upcycling, par exemple. Et donc, on va lancer un défi sur les réseaux sociaux ou assez proches, hein, on peut utiliser les réseaux ou non, de faire un défi d'upcycling, hein, donc de réutilisation d'un objet en un autre objet, comme ça a été présenté dans la leçon. Donc, dans un premier temps, on va choisir qu'est-ce que l'on veut recycler et expliquer son choix et en quoi on aimerait le transformer. Et puis, dans la deuxième étape, on va choisir un style, parce que là, on travaille sur les styles de vêtements, etc. Donc, on va choisir un style pour sa création. On va ensuite penser à son défi, qui va participer, sur quel réseau social on va utiliser pour lancer le défi. On va imaginer une phrase simple pour inviter les gens à participer. Et vous voyez, on arrive à la fin du projet où on va vraiment réaliser nous-mêmes quelque chose de très, très facile, hein, de très simple. Hein. Ça peut être une petite canette de coca qui devient une boîte pour mettre les crayons. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de très facile. On va faire une petite vidéo ou une petite photo et on va partager pour donner envie aux gens sur les réseaux sociaux de faire eux aussi un défi d'upcycling. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans la concrétisation, réalisation et partage aussi à l'extérieur du cours, là avec les réseaux, mais ça pourrait être avec d'autres éléments, d'autres biais, hein, je vais le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, à côté? Il dit, moi, j'aime quand le prof arrive à nous surprendre avec un truc nouveau. Alors là, je sors un petit peu de la méthode. C'est une activité que j'aime bien présenter en formation. C'est surprendre les apprenants en proposant des textes qui se lisent dans les deux sens. On commence par travailler avec le premier sens uniquement et ensuite, on va avoir une surprise parce que le texte peut se lire dans un autre sens. Donc, si on lit ce texte, par exemple, de haut en bas, ça va faire un texte très négatif, très déprimant. Je suis un gros nul, personne n'ose penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Vous voyez que là, on est vraiment niveau de langue, mais aussi niveau de déprime assez élevé. Et donc, on va voir comment retourner complètement ce texte en le lisant du bas vers le haut. Donc, on commence par la dernière ligne. Je suis une belle personne et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, j'ai confiance en moi, j'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien, je suis persuadé que je peux réussir, je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai, je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses, personne n'ose penser que je suis un gros nul. Et là, vous voyez, on a cet effet de surprise pour les élèves de « Ah, oh là là, mais c'est incroyable, ça veut dire complètement autre chose. » Voilà, donc quand on travaille sur un texte, ça peut être intéressant d'avoir ce petit déclic
où finalement on n'est pas que sur la lecture du texte, mais on a un petit moment où on va surprendre les apprenants. Voilà. Et avec les dialogues, c'est encore plus drôle, ça fonctionne encore mieux. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas trop le temps parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc, on va avancer. En tout cas, je vous donnerai le lien et vous pourrez l'utiliser dans vos cours. Et puis, cet ado-là nous dit « J'aime quand le cours est dynamique, il y en a marre d'être assis toute la journée. » Bon, cet ado-là, c'est mon fils. Alors, effectivement, des activités pour bouger, c'est quelque chose qui est important. On le sait, les ados ont besoin de bouger, ont besoin d'être actifs. Ils ne peuvent pas être assis toute la journée en cours et être attentifs, sages, élèves, voilà, comme ça. Non, ils ont besoin à un moment donné de se défouler. Mais tant qu'à faire, autant qu'ils se défoulent pour le cours au lieu qu'ils se défoulent contre le cours. Hein. Alors, ici, par exemple, dans J'adore 1, on a une activité. Alors, on a un peu réduit le niveau de dynamisme, mais dans le guide pédagogique, je vous propose la version beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, allez voir les guides, hein, c'est important, les guides pédagogiques, c'est là où vous avez plein de pistes, de variantes, etc. C'est vraiment intéressant. Donc ici, écris sur une feuille comment tu es habillé aujourd'hui, sans écrire ton nom. Mélangez les feuilles, un élève lit la description, et le premier qui devine la personne gagne un point. Donc en fait, chacun écrit comment ils sont habillés. Ensuite, ils mélangent tout ça, on peut mettre ça dans un sac, ils reprennent un papier, ils relisent et il faut trouver, en lisant le texte, de qui il s'agit. Et si on a des uniformes, ça peut être avec des petits accessoires, on peut rajouter ce jour-là, on peut leur demander d'apporter quelques petites choses ce jour-là pour faire l'activité. Ça, c'est une activité que je fais souvent en formation, mais dans un mode un petit peu plus dynamique, où au lieu de mélanger les feuilles, eh bien, on fait la bataille de boules de papier, où les élèves vont vraiment se défouler parce qu'ils en ont besoin, mais au lieu de se défouler contre le cours, ils vont se défouler pour le cours. Regardez, c'est un extrait de boules de papier. C'est parti, top départ. Allez-y. Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans le défoulement complet. Allez, on se défoule, c'est le moment. Mais qui est guidé quand même par le professeur avec un top départ et un top fin. Okay. Une chose qui est importante. Ok, stop. Stop. Alors, ramassez une balle à côté de vous. Chacun ramasse une boule. Alors, est-ce que tu peux lire qu'est-ce qui est écrit? Une robe bleue et blanche, des bottes courtes et des lunettes. Qui c'est? Essayez de découvrir. Ah oui. Bravo. Voilà, vous voyez, après, donc, ils vont effectivement, de cette manière, avancer à découvrir à chaque fois toutes les personnes. Donc, bien sûr, on ne le fait pas tout le temps sous forme de bataille de boules de papier parce que c'est un peu risqué. La direction arrive juste à ce moment-là. Donc, on ne le fait pas toujours sous cette forme. Mais en même temps, ça reste une activité pédagogique et une activité dynamisante. Donc, dans le livre, voyez, on vous propose, on mélange. Dans le guide, on vous propose, allez-y, si c'est possible, essayez de le faire encore plus dynamique. D'accord? Ça, c'est pareil avec les textes de compréhension écrite. Je zoome ici. Ce qui est intéressant, c'est parfois, on peut faire de la compréhension écrite, on peut faire de la dictée, pourquoi pas, mais ça peut être intéressant aussi de faire des dictées plus vivantes où les élèves vont bouger. Donc, ils vont, par exemple, courir vers un espace, vers un mur, où il y a écrit, par exemple, moi j'aime bien le faire avec cette activité-là, où il y a écrit un fait divers, là c'est un fait divers au Canada, donc ils doivent mémoriser les premiers mots du texte. Il y a quelques jours à Vancouver au Canada, et très vite, ils vont courir vers leur partenaire qui lui est resté assis, et ils vont répéter ce qu'ils ont mémorisé du texte, ce qu'ils ont lu sur le mur. Il y a quelques jours à Vancouver, au Canada. Et après, ils doivent recourir vers le mur pour aller à la suite. Un ours s'est introduit dans une maison. Ils recourent vers leur camarade pour lui dire la suite du texte. Et c'est le premier binôme qui a écrit le texte avec le moins d'erreurs qui a gagné. Alors ça, je vous montre ici une autre petite vidéo où on avait tout l'espace du monde et très peu d'élèves, donc forcément, c'est idéal. Mais je vous assure que je l'ai fait aussi dans des classes plus grandes et avec moins d'espace. On utilise simplement les couloirs. On met les personnes assises à l'extérieur, sur la partie extérieure des rangées, et les personnes utilisent les couloirs pour courir. Je vous montre ici, si je peux. Alors, je vois que le plafond. Ah, je suis désolé. Alors, attendez, on peut peut-être essayer comme ça. On va voir si j'y arrive là. Sinon, je passe.
Voilà, c'est là. Donc voilà, vous les voyez, hein, ils arrivent ici, ils lisent le texte, elles sont toujours en binôme, hein, elles lisent le texte et puis très vite, elles vont aller courir pour le dire à leur partenaire et à le faire des allers-retours comme ça. Là, ce qui est intéressant dans cette activité, vous voyez, c'est qu'on travaille pas que la compréhension écrite ou que la compréhension orale en dictée. On travaille la compréhension, bien sûr, mais on travaille aussi la mémorisation, on travaille la diction et la production orale, parce qu'on doit dire le texte que l'on a lu, et on travaille la production écrite. Donc, vous voyez que là, on est vraiment sur une activité qui travaille plusieurs compétences et qui, en même temps, est très dynamique. Et qui, je le répète, est totalement possible avec des groupes plus importants. Voilà. Et puis, plein d'autres jeux hein, qu'on peut vous proposer dans les guides, en complément, etc., du manuel, notamment ce jeu-là. Alors, voilà, on reste... Ah, pardon. Voilà, j'essaye. Je n'avais pas pensé que ça se présenterait comme ça. Voilà, ça c'est le jeu des baskets de la grammaire. Hein, vous voyez, on a le masculin et le féminin. Et tout simplement, 2 rangées. Et ils vont eh bien, devoir lancer. Alors ça rigole, je ne sais plus où ils sont, mais ça, c'est là. Voilà. Hein, donc ils vont devoir lancer effectivement. Si le mot qu'ils ont dans la main est masculin, ils doivent le lancer dans masculin. Et si il est féminin, ils lancent dans féminin, tout simplement. La même chose avec passé composé, hein, les verbes avec avoir, les verbes avec être. Ici, c'est la concentration, c'est l'esprit de groupe aussi, c'est savoir lancer correctement. S'ils lancent dans la bonne corbeille, ils gagnent 1 point. S'ils lancent à côté, c'est 0 point. Et s'ils lancent dans la mauvaise corbeille, ils font perdre 1 point à leur équipe. Hein, voilà, donc là, c'est un jeu qu'ils adorent, hein, évidemment. Voilà, donc, vous voyez, tes activités ludiques et dynamiques, hein, ça, c'est ce qui va motiver nos adolescents, c'est évident. Leur bien-être est très important, hein, on l'a déjà dit. Donc, bien sûr, c'est présent partout dans le manuel. Il y a certaines activités qui s'y portent très bien, comme celle-ci. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé pour te détendre? Mais il y a aussi, tout au long du manuel, cette petite icône bien-être hein, avec des activités où on va vraiment les aider à mieux gérer certaines situations complexes, parce qu'on sait qu'on vit dans un monde stressant, et je pense que c'est vraiment important pour nos ados qu'on soit aussi des piliers pour assurer leur bien-être hein, et être aussi une oreille, une écoute pour eux, et qu'ils soient en mesure de pouvoir s'exprimer sur ce qui les stresse ou ce qui leur provoque un mal-être. Là, ici, on a un texte, alors pareil, formidable influenceur, hein, Mamadou Dembélé, je vous invite vraiment à le découvrir sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est un influenceur qui a décidé de ne montrer que des bonnes nouvelles autour de l'écologie, autour de l'environnement et de l'écologie. On a voulu vraiment faire une unité sur l'écologie positive, alors pas en disant tout va bien, il n'y a aucun problème, mais en essayant de mettre en avant justement pour motiver les ados, des initiatives positives autour de l'écologie et de sortir un peu de ce discours moralisateur, catastrophiste, de catastrophe, qui est quand même très présent généralement dans les manuels quand on parle d'écologie. Donc voilà, on a maintenant une unité très, très ludique autour de ce thème, et très active aussi, puisqu'on les invite aussi à trouver des solutions concrètes. Et donc là, on découvre cet influenceur positif et vous voyez, eh bien, ça donne naissance à une activité également complémentaire de réflexion autour du bien-être qu'on retrouve dans le guide pédagogique. Donc, vous voyez, c'est aussi l'occasion d'aborder la notion d'optimisme, par exemple, ici. On sait qu'on en a bien besoin, en France notamment. Voilà, donc Mamadou Dembélé choisit de partager des initiatives positives. Donc, ça permet d'inviter la classe à réfléchir à l'importance de porter son attention sur des solutions et des progrès possibles, pas seulement sur les problèmes. Et donc là, on les amène à observer que les idées positives peuvent les aider à se motiver, à motiver les autres, à ne pas se décourager, que se concentrer aussi sur ce qui fonctionne permet de garder la confiance, hein, etc., etc.
de dépasser la peur de l'échec, justement, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et donc là, on termine par un échange. Dans quelle situation il est difficile de rester optimiste, d'après vous? C'est l'occasion, justement, de parler de certaines choses qui peuvent être forts en eux et qui ont besoin de sortir. On sait qu'un adolescent est une cocotte minute. Il a besoin d'évacuer régulièrement. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut aider à garder confiance quand c'est compliqué? Et donc, on va avoir pas forcément un débat selon le niveau de langue, mais une conversation, une discussion autour de cette thématique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les leçons du manuel. Autre particularité pour motiver les ados, et ça, je vous l'ai dit au début, c'est de s'intéresser à eux, à leur style, à leur goût, et notamment aux goûts musicaux. Et si nous, on a parfois des goûts musicaux magnifiques, ça n'empêche que ce n'est pas forcément les goûts de nos apprenants. Alors, bien sûr, si on en parle de manière passionnée, ils vont être intéressés même par nos propres goûts musicaux. Mais si on fait l'effort de s'intéresser à leur goût et donc de proposer des chansons, par exemple, avec des styles qu'ils aiment, hein, notamment de rap, de R&B, etc. Même si ce n'est pas forcément notre tasse de thé, eh bien, ça va être très motivant pour eux. Alors, je sais qu'il me reste 5 minutes. Peut-être je dépasserai de 5 minutes maximum pour pouvoir finir la formation. Mais voilà, sachez qu'on est quasiment à la fin. La première chose autour de la musique, ça va être le rituel. Le rituel pour faire découvrir des chanteurs. Est-ce que vous les reconnaissez d'ailleurs? Allez tous à vos claviers, je vous invite à aller sur le chat. Vous marquez quelques noms. On va voir si vous en connaissez certains. Les deux là en bas, ils sont très connus et d'ailleurs ils sont très facilement exploitables en FLE. On aime bien les utiliser. Celui en haut à gauche aussi, il est en concert tout le temps. Je pense que vous allez le reconnaître assez facilement. Alors, je viens voir sur le chat. Ben oui, Soprano, Big Flo et Oli. Et la fille, vous l'avez retrouvée ou pas? Alors, Big Flo et Oli, bravo. Soprano, bravo. Plus difficile, hein? Plus difficile. Il s'agit de Joyce Jonathan, hein, effectivement, du groupe. Donc, ici, voilà, l'idée de l'activité rituelle, c'est simplement de montrer, plutôt de faire écouter une chanson. Moi, je commençais souvent mes cours comme ça avec les ados, avec une petite enceinte Bluetooth. J'arrivais en cours avec la musique actuelle française ou francophone. Et dès que j'arrivais en cours, j'avais déjà la musique avec moi qui m'accompagnait. Bonjour, ça va bien, avec la musique derrière. J'écrivais au tableau le nom du chanteur, le nom de la chanson, et je m'installais, j'allumais mon ordinateur, je mettais mon tableau, etc. Et dès que j'étais prêt à commencer mon cours, j'appuyais sur pause. Ils votaient pour la chanson, chaque chanson était votée, et je leur demandais simplement, est-ce que vous connaissez le chanteur, est-ce que vous aimez ce style? Je m'intéressais à eux. Ah tiens, faites-moi découvrir un chanteur que vous aimez. Petite interaction vraiment qui durait 3 minutes. D'accord? Ça ne prenait rien sur le temps de cours, c'était juste sur le temps d'installation avant de commencer la séance. Et quand le cours était terminé, eh bien, je rappuyais sur play. J'avais fait pause, je n'avais pas écouté toute la musique, juste quelques premières minutes. Et puis ensuite, j'avais fait pause et ensuite, fin du cours, je refais play et ils repartent avec Big Flo et Oli, avec Soprano. Ils repartent en musique à la fin du cours. Je leur demandais aussi donc de voter et ça me permettait au bout de quelques mois de faire le top 5 des chansons préférées des élèves. La 5e chanson, la 4e chanson, la 3e chanson, la chanson élue des apprenants. Là, on allait faire carrément tout un projet autour de celle qui avait été élue par la classe. Mais bien sûr, on a aussi de l'exploitation dans le manuel. Différents types d'exploitation de chansons, d'exploitation textuelle, visuelle ou culturelle. Donc, textuelle, ben oui, il y a des chanteurs qui ont des textes très simples également. Là, ça, c'est un super jeune rappeur voilà, avec la chanson Spala. Donc ici, on va simplement compléter la phrase dans les pastas sont la de grand-maman, toujours la alors c'est la sauce bolognaise, etc. Et donc, on va devoir compléter la phrase. Donc là, on est typiquement dans une activité textuelle, mais très simple, très adaptée au niveau. Ensuite, on va avoir les activités davantage visuelles. Ça peut être juste sur les habits. Comment
comment est habillée cette chanteuse qui a une chanson. Alors ça, découvrez Louisa. Moi, je vais aller la voir très bientôt. Dans quelques semaines, je vais aller à un concert en France pour aller l'écouter parce que je l'ai découvert grâce à J'adore et je la suis maintenant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Soleil bleu, demain, qu'on a mis aussi d'ailleurs dans la méthode. Voilà. Et donc, dans Soleil bleu, elle dit « Laissez-moi vivre comme je veux ». Vous voyez, c'est vraiment un thème adolescent, hein, « Laissez-moi vivre comme je veux ». Et donc, elle est habillée comme elle a envie d'être habillée. Et on travaille ici sur les vêtements. Avec Soprano, c'est pareil. On a une exploitation parfois purement visuelle. Après, on va rechercher aussi des mots, trouver la définition, des mots du refrain. On va en choisir un seul. C'est quoi pompe, c'est quoi barre, c'est quoi abdos. On va chercher une définition et on va l'expliquer. Mais on a aussi cette approche visuelle, puisqu'il y a un petit court-métrage au début du clip. Et puis culturel, ici avec Angel, par exemple, lit l'extrait de la chanson et situe les quartiers sur une carte de Bruxelles. Ou en médiation, quel monument il y a dans ces quartiers ? Fais une recherche et présente le résultat à tes camarades. Parce que dans la chanson, elle va présenter plusieurs quartiers de Bruxelles. Donc, c'est l'occasion d'aller à la découverte de ces quartiers. On a aussi, donc ça, c'est ponctuellement à l'intérieur de la méthode, mais on a aussi une pause de mag, un magazine, avec une série. C'est pareil, ce n'est pas une série fabriquée pour le FLE, c'est vraiment une série télévisée qui existe, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur France Télévisions en ligne. Et puis, une partie chanson. Je voulais vous montrer celle-ci parce que ce sont devenus des amis maintenant. Boulevard Désert, c'est un grand groupe. Ils ont fait plusieurs zéniths. Ils ont fait, ils font des tournées vraiment à l'international. On les a présentés ici. Peut-être vous les connaissez pour la chanson Bruxelles. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Ils ont chanté avec plein de chanteurs très, très célèbres également. Et donc, on a une page entière ici d'exploitation. Et donc, je voulais vous offrir une interview du groupe. On les a invités lors du Festifleux solidaire que j'organisais pour une ONG. Et donc, voilà, ici, vous avez le lien et vous allez pouvoir, allez, on est parti. vous allez pouvoir assister quand vous reviendrez ici Voilà, sur la formation. Bon, ça ne s'affiche pas ici, mais voilà, vous reviendrez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous reviendrez dessus. Alors, attendez. Priscilla, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on t'entend bien. Pas de souci. Pardon, j'ai eu un souci de page bloquée. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, vous pourrez y accéder et vous aurez donc une interview assez longue où ils parlent de leur projet, parce qu'ils ont un projet pédagogique très intéressant auquel d'ailleurs vous pouvez participer, qui est gratuit. Donc, voilà, je vous l'ai mis gratuitement en accès libre sur le lien et vous pourrez donc télécharger. Vous avez même un atelier spam d'une des formatrices de mon groupement qui suit juste derrière. Voilà, et ben voilà, je suis arrivé à la fin, pile à l'heure. Je voulais vous remercier beaucoup pour votre participation, votre participation sur le chat et puis pour votre écoute active. Je vous donne ici mes coordonnées si vous voulez qu'on reste en contact. Vous pouvez scanner les différents réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles activités et de nouvelles nouveauté, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre comme phrase, notamment ce stage à Randa. Si tu me permets, Priscilla, vraiment en une minute, simplement de le nommer. Voilà, c'est parce que vous êtes en Espagne et que j'y suis aussi. Moi, j'habite à Ronda, donc en Andalousie, et j'organise pour la première fois cette année le stage Festifleux à Ronda. D'habitude, il se déroule en France lors des festivals internationaux, et cette année, donc, ça aura lieu à Ronda du 12 juillet au 17 juillet. C'est 5 journées ultra ludiques. Et donc, vous pouvez aller sur ce lien pour pouvoir vous inscrire et découvrir tout le programme. Vous avez une petite vidéo qui l'illustre et tout le programme. On va aussi à la rencontre d'artistes. Alors là, c'est pas Boulevard Désert, c'est Romain Puertolas qui habite à Malaga et qui est l'auteur
de plein de livres très connus, dont l'incroyable histoire l'incroyable voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un très très grand top des ventes pendant très longtemps en France, et puis plein d'autres romans. Et puis on a aussi l'auteur de l'élève du Cobu, le scénariste de l'élève du Cobu, qui devrait normalement également nous rejoindre. Voilà, donc plusieurs artistes invités et puis des professeurs qui viennent déjà du monde entier. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir ça, et je serai ravi de vous accueillir lors de cet événement cet été. Voilà. Adrien, on a le temps pour une petite question de Noémie que je vais te lire. Comment faire pour compléter toutes les étapes du projet, faire parler tous les élèves et corriger toutes les activités avec 2 heures de cours par semaine? Donc, un vrai défi. Et oui, tout à fait. Non, ça, c'est sûr que le défi du temps, hein, c'est le premier, c'est le principal, c'est celui qu'on trouve tout le temps. Donc, moi, ce que je veux dire, encore une fois, c'est adaptation. Adaptation du projet pour le rendre possible dans le contexte. Donc, si le projet est propose quelque chose de trop conséquent, réduisez les objectifs. L'important, c'est d'arriver au bout du projet. Un projet qui finalise, parce que c'est là où on arrive à valoriser le travail des élèves. Ce n'est pas simplement les évaluer, c'est aussi qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé et qu'on puisse avoir une diffusion de leur travail. Donc, si on n'a pas le temps de faire toute une activité d'upcycling, ça peut très bien être utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour imaginer un nouvel objet à partir de cet objet. Et donc, ils doivent penser, ils doivent écrire un prompt qui explique leur idée de réalisation. Et ensuite, ils demandent à l'IA de faire une très belle illustration de leur nouvel objet à partir du premier. Et donc, ensuite, ils vont afficher leur illustration réalisée par IA. Ben, au moins, on est arrivé au bout. On n'a peut-être pas eu le temps de créer l'objet réellement, mais on est quand même arrivé au bout. Donc, c'est vraiment, je pense que autant qu'enseignant, on doit forcément être dans l'adaptation, dans l'improvisation, en fonction du temps qui nous reste, des apprenants qu'on a en face. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Il n'existe pas de manuel parfait. Il n'y aura jamais un manuel pour tous les contextes et pour tous les enseignants. Donc, c'est à vous d'adopter. On dit toujours adopter un manuel. Mais on l'adopte. Et si on l'adopte, on se l'approprie, on le transforme et on le rend pertinent avec ces petites modifications-là. Voilà. D'accord. Merci de ta réponse. Merci à tous pour votre participation. On vous laisse nos contacts dans le chat et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir, Merci Adrien. Bien. Merci, au revoir. Merci encore pour ce moment de partage. Au revoir.